Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un doux dimanche. J'espère que tout se passe bien pour vous et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'avais vraiment hâte de vous présenter un tarot. Mais je pense que c'est le plus beau et le plus incroyable tarot que j'ai de tous les tarots que j'ai pu avoir. C'est un tarot magnifique qui prend aux tripes en plus. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vous en ai un petit peu parlé parce que j'ai fait pas mal de petits tirages sur Instagram avec. C'est le fameux Tilduy qu'on entend de plus en plus parler de lui, alors que c'est pas du tout un jeu nouveau, puisque c'est un tarot qui est sorti en 2013 à la base. Alors, je peux me tromper d'un an ou deux à chaque fois sur les dates, mais bon, c'est à peu près. Je pense qu'il est sorti en 2013. Enfin, son créateur l'avait sorti en série très limitée. Et puis, devant l'engouement de ce jeu, il a décidé, quelques années après, de refaire, de vouloir ressortir une autre fournée. Voilà. C'est un jeu qui a mis 5 ans avant de voir le jour. Voilà, son créateur a mis 5 ans pour le faire. Et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, son créateur est décédé. Il est décédé en 2018. Donc, d'une mort très soudaine. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai que moi, je suis pas du tout morbide, mais par rapport à des tirages que j'ai pu faire et surtout à l'interview que j'ai eue avec, qui m'a beaucoup ému d'ailleurs, une interview qui m'a vraiment touchée, où je dirais pas ça comme ça ici, mais je pense savoir de quoi il est décédé et j'aurais juste aimé avoir une piste pour savoir si c'était ça ou pas. Voilà. Du coup, en 2021 ou 2020, je ne sais plus exactement, son frère Joe a décidé de rééditer et de ressortir toujours en limité. En général, c'est dans les 2000, à peu près 2000 exemplaires. Il a décidé de ressortir ce tarot. Voilà. Et moi, justement, ce jeu, je savais qu'il existait depuis longtemps. La première édition, je l'ai connu, mais il était bien sûr épuisé. Et je me suis dit, dommage, je pense que je l'aurais pas, quoi. Parce que j'imaginais pas du tout que son frère allait rééditer ce tarot. Et puis finalement, en 2021, on m'a prévenu sur le groupe, on m'a dit, ça y est, fonce, il est réédité. Le truc, c'est que j'étais en plein achat du Bohemian Gothic Tarot que j'avais précommandé. Et justement, voilà, c'était exactement le même mois. Il fallait que je fasse un choix. C'était ou le Bohemian Gothic Tarot ou le Tilduy. Alors vous imaginez bien le choix terrible que je devais faire. C'était très compliqué parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez que le Gothic Tarot, Bohemian Gothic Tarot, c'est un jeu que j'attendais depuis plus au moins 8 ou 9 ans, hein. J'en avais parlé à Baba Studio, ils m'ont dit non, on va pas le réimprimer, puis finalement ils l'ont fait des années après. Donc j'ai sauté sur l'occasion forcément, et ce sont des jeux qui ont un coût, donc il n'était pas possible pour moi d'acheter les deux. Et du coup, mon choix est parti sur le Bohemian Gothic Tarot, et j'ai dû laisser filer une fois de plus le Tilduy, voilà, qui me passait entre les mains. Et bizarrement, en plus, on n'était pas sûr qu'il y ait une troisième édition suite à tout ça, mais je ne sais pas pourquoi. Au fond de moi, j'ai toujours eu la sensation que je l'aurais dans les mains un jour, d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose qui a toujours été dans ma tête. Et puis, très récemment, j'ai vu qu'il était à nouveau réédité pour le 10e anniversaire. Et là, j'ai dit, waouh, là, quoi qu'il arrive, je le prends. Voilà. Et je l'ai pris et il est arrivé, je l'ai depuis maintenant plusieurs jours, voire quelques semaines. Et comment vous dire que ça a été j'en avais presque les larmes aux yeux, honnêtement. Déjà parce que ce tarot me touche énormément de par sa conception,
par toute l'histoire qu'il a autour, et puis moi, tout mon suivi que j'ai depuis des années avec ce jeu, sans avoir pu l'avoir en main, et que là, j'ai pu le toucher. Je sais que j'ai dit à l'une d'entre vous, je ne sais pas comment ça va se passer quand je vais l'avoir en main. Est-ce que je vais avoir des sentiments déjà, bon, voilà, c'est quand même un jeu qui est très... je dirais pas très lourd, mais qui est très... qui est très... avec des énergies quand même très, très présentes, voilà. Pour moi, c'est un jeu vivant, mais là, pour le coup, je ne dirais pas c'est juste du carton, pas du tout. C'est un jeu vraiment... ouais, habité. Il n'y a pas d'autre mot, même si je ne savais pas trop ce qu'on vous entendait par là en disant habiter quand on parlait d'un jeu de cartes. Je crois que j'ai compris ce que c'était finalement ces derniers jours avec ce jeu. J'ai eu... c'est un jeu qui me prend... Alors, je parle pour moi, hein, je dis ça, mais ça peut ne pas le faire pour vous, mais moi, c'est un jeu qui me prend, qui me pompe énormément d'énergie. Je l'ai depuis quelques semaines. C'est un jeu que je ne peux pas mettre dans un pochon, qui reste dans sa boîte. Dans un pochon, s'il est là, ou même s'il est sur ma table, quoi, je sens sa présence, et je n'arrive pas à me concentrer tout simplement sur autre chose. Si je fais la présentation d'un autre jeu, ça me l'a fait pour l'Académie de magie de Iris, que je vous ai présenté juste avant cette vidéo-là. J'étais obligé de mettre le Tildwig dans sa boîte, et la boîte la mettre un peu plus loin, parce que je n'arrivais absolument pas à me concentrer sur le jeu de l'Académie. Alors c'est un jeu que j'aime énormément, c'est un oracle que j'adore, mais je n'arrivais pas, j'étais aspiré, je ne sais pas comment vous dire, par ce jeu, voilà. Voilà l'histoire en tout cas, et là-bas maintenant je suis ravi de vous présenter ce jeu. C'est pas un jeu que je recommanderais, enfin c'est pas pardon, c'est pas vraiment le terme, parce qu'on peut pas se permettre de dire je recommanderais ou je recommanderais pas à quelqu'un, mais je vais simplement dire que c'est un jeu pour les personnes qui ne connaissent pas le Rider-Waite-Smith, qui peut être un petit peu compliqué à saisir, dans le sens où il y a plein de subtilités par rapport au Rider-Waite-Smith, et forcément, d'où l'importance d'ailleurs d'apprendre les bases du Rider, parce que si vous prenez un tarot style Rider-Waite-Smith moderne, vous ne retrouverez pas les références, les subtilités dans le jeu ici. C'est vraiment en ayant l'original Rider-Waite-Smith que on arrive à vraiment capter toute la subtilité du tarot. Voilà. Alors, donc maintenant, je pense... Alors, vous allez voir, à l'intuition peut-être, je ne sais pas du tout. Après, c'est à vous de vous faire une idée là-dessus. Dans cette troisième édition, 10e anniversaire du Tildwig, il y avait exceptionnellement un petit carnet que je trouve très chic, hein, tout en couleur, sur du papier, vous voyez, glacé. Alors... Le seul truc, c'est que là, il faut mettre des grosses lunettes, parce que c'est vrai que c'est tout petit. C'est pas évident. Maintenant, si vous faites des traductions, ça passera sans problème. On a un super hommage de Joe à son frère Neil. Voilà, Neil Lovell, qui est le créateur de ce jeu. Et les explications des cartes qui sont vraiment bien expliqué, alors que dans les deux autres versions auparavant, on n'avait pas de carnet, rien du tout. Mais maintenant, cherchant bien, on trouve des PDF sur Internet de ce jeu. Hein. Voilà. Alors, moi, c'est vrai que depuis que j'ai ce magnifique tarot, qui est sûrement, et j'ai pas peur de le dire, le plus incroyable, le plus énigmatique et le plus prenant de tous les tarots que j'ai pu avoir hein, à ce jour, vendus ou pas vendus, c'est le plus incroyable.
Voilà, il va au-delà du jeu de tarot. Décidément, j'arrête pas de vous cogner. Il va au-delà du jeu de tarot. Et c'est un tarot qui nous permet tout, en fait. Il permet à nous mettre bien, il permet à nous rebooster, il permet à faire de la prédiction, du développement personnel, des contacts défunts, des relations avec les ancêtres. Il nous permet vraiment tout. Voilà. Il est fait pour tout et j'ai l'impression que il s'impose là, quoi. C'est un jeu unique. Et par contre, de ce que j'ai pu ressentir ces derniers jours, un peu à pouvoir l'avoir manipulé, etc. C'est un jeu, franchement, j'ai tenté, mais ça a été impossible. C'est un jeu, vous ne pouvez pas le comboter. Enfin, je parle pour moi, je ne peux pas le comboter. Voilà. C'est-à-dire que c'est ce tarot, le Tildoui, qui va étouffer. C'est vraiment le terme que j'utiliserais, et c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il étouffe toutes les cartes autour. Et j'ai compris pourquoi d'ailleurs je n'arrivais pas à faire des présentations avec ce jeu-là près de moi, parce qu'il il étouffe. Mais il étouffe, c'est pas dans le sens malveillant, c'est dans le sens euh, il est tellement présent, il est tellement vivant. C'est peut-être ça le fait de dire il est habité finalement, que les jeux autour n'arrivent pas à s'exprimer, on n'arrive pas à en tirer quelque chose parce que on sent sa présence. Sa présence, elle est là, quoi. Et du coup, tous les combos que j'ai pu essayer, c'était pas possible. C'est pas que le jeu ne parlait pas, celui-là parlait très bien, mais alors autour, c'était étouffé, quoi. Donc j'en ai conclu que c'était un jeu qui se suffisait, mais complètement à lui-même, et qui n'avait pas besoin d'avoir de support ou de jeu pour avoir des approfondissements. Non, il n'a pas besoin de ça parce que c'est un jeu qui est assez fort pour lui tout seul, quoi. Voilà. Alors, bon, vous ne pouvez pas imaginer la joie, mais la joie que j'ai de le tenir dans la main. J'ai pu faire l'interview avec lui, ça m'a mes limites mis la larme à l'œil parce que j'ai ressenti beaucoup de choses de sa présentation et ça m'a un peu, même beaucoup ému parce que j'ai ressenti une grande tristesse dans les réponses par rapport à lui quand il se présente et en même temps une force incroyable. Enfin, c'est très compliqué à expliquer, mais il y a beaucoup, beaucoup de nostalgie en tout cas dans ce jeu. Alors, je ne vous cache pas que je suis en quête de la première édition et de la deuxième édition. J'ai vraiment envie d'avoir les trois. Parce que ça me tient à cœur. Alors ça va au-delà de genre, je vais faire la collection du Tildoui, ça va au-delà de ça. J'ai vraiment besoin de ressentir les deux autres. Voilà, à savoir que qu'est-ce qu'il y a comme changement par rapport aux deux versions, aux deux éditions précédentes. Pas grand-chose au niveau des cartes, si c'est des petites nuances de couleurs, mais bon voilà. Les seules différences, elles vont être par rapport aux dos. Les dos précédents ont des couleurs un petit peu plus foncées, un petit peu plus miel, et par rapport aux tranches qui sont toutes dans des versions dorées comme ça, mais on va avoir des dorés plus mates, des dorés cuivrés, voilà. Donc c'est les seules différences. Exceptionnellement, j'ai remis les cartes dans l'ordre. J'espère que, bon, je l'ai un peu bougé, donc j'espère que, voilà, j'ai pas mélangé. Et vous allez voir la subtilité et la beauté des cartes. Franchement, il y a des cartes qui sont prenantes, qui sont bouleversantes en fait. Voilà, tout simplement. Enfin, moi, je ressens ça comme ça. Alors, je vais y aller. Je vais un petit peu vous parler de mes ressentis sur les majeurs, mais je vais pas trop m'attarder sur les mineurs parce que, vous voyez, déjà, on a 15 minutes. Ça va pas être possible, ça va être trop long, mais je vais quand même vous montrer, bien sûr, les cartes. Alors, on va commencer avec le fou. Voilà, le fou.
Et je trouve, voilà. Si par moment j'ai des silences ou quoi, c'est parce que je suis complètement inspirée par la carte. Je me projette carrément dans la carte. Parce qu'on a vraiment l'impression de faire le tour d'une maison, d'un manoir, d'un château, plus ou moins abandonné, et on est en train de visiter les pièces comme on ferait de l'urbex en fait. Voilà. Donc là, vous voyez, on a ce fou. Donc c'est un masque tout banal qui reflète dans la glace. Un peu, c'est un truc, enfin un masque un peu italien. Voilà, donc ça peut représenter aussi un peu, vous savez, le fou du roi ou le clown, enfin ce côté un peu libre, voilà. Une de mes cartes préférées, j'aurais jamais imaginé dire ça sur le magicien. Je la trouve magnifique parce que je trouve qu'elle est subtilement représentée. Vous voyez, cette carte, ça représente un théâtre, un petit théâtre de marionnettes, pardon, sur une commode. Et je trouve que ça représente mais magnifiquement le magicien dans le sens où ben, c'est un théâtre de marionnettes et en même temps on a ce côté manipulateur du magicien puisque ben, les marionnettes, ben voilà, elles sont manipulées par des ficelles. Et en même temps, c'est aussi le côté divertissement. Voilà, je trouve vraiment magnifique cette carte. La grande prêtresse aussi, avec son côté, alors, on ressent un côté hyper mystique. Je crois que c'est Isis, c'est une déesse égyptienne là, qui est dessinée, enfin qui a été reprise, parce que je pense que c'est du collage, hein, et qui est sur une espèce d'horloge, voilà, de la grande prêtresse. Et je sais pas, je trouve que voilà, c'est vraiment, je sais pas. Le fait que ça soit une déesse égyptienne, il y a un côté très mystique, très pur, très chaste dans la carte. L'impératrice. Alors l'impératrice, là, on est carrément dans la verdure. J'aime beaucoup. On est dans un jardin un peu, voilà, c'est bien verdoyant, et on a une statue d'ailleurs, hein, on a une statue ici. Il y a des fleurs partout, il y a des roses, enfin bon, voilà quoi, c'est l'abondance. L'empereur. L'empereur, c'est une carte magnifique parce que là, pour le coup, on ressent vraiment ce côté structuré, rangé, bien posé, organisé, avec le buste là, voilà. Vous voyez, c'est ce genre de subtilité-là qu'on a dans ce jeu. Et c'est pour ça que ça aide beaucoup de connaître un petit peu le Rider-Waite-Smith, parce que vous allez pouvoir vous repérer des points en lien justement avec la carte. Là, on a, c'est marrant, c'est marqué le pape. On est sur un style Rider-Waite, mais on n'est pas sur le hiérophant. On est sur l'appellation du pape. Voilà. Et regardez cette statue posée là comme ça en pierre, où on a, on sent, il y a une tradition, il y a quelque chose. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais il y a une grosse force dans cette statue qui en impose. Alors la suivante, c'est pareil, les amoureux. Je la trouve vraiment belle. J'aime beaucoup le buste. Enfin, déjà en arrière-plan, on a un tableau. Devant, on a un buste. Et de chaque côté, on a deux personnages, un homme, une femme. Alors, je trouve qu'on ressent beaucoup, justement, enfin, qu'on ressent beaucoup, ça ressort en tout cas, le choix. Voilà, le choix. Avec ces personnages ici au centre, plus les deux cadres de chaque côté, je trouve qu'on a bien cette notion de choix.
avec ouais, le tableau en arrière-plan, avec la sculpture devant. Euh, regardez ça, c'est vraiment... moi, bon, ça me parle, quoi. Ça me parle tellement. J'ai vraiment l'impression qu'en me concentrant, je vais me retrouver devant ces choses-là, quoi. Le chariot, voilà. Avec des tapisseries à la française qui sont là de chaque côté. On a le char, enfin en fait on n'a pas le char en lui-même, le char c'est comme un socle, et puis on a deux, je sais pas trop ce que c'est en fait, deux personnages sur un banc, enfin c'est comme, ou des marches, je sais pas. C'est des gens, non c'est pas des sphinx, je sais pas ce que c'est. Je n'ai pas encore tout exploré, mais là, on voit que, bon, ouais, je sais pas, il y a une force, c'est quelque chose. Euh, la justice, j'aime beaucoup cette carte. Le miroir en fond, la balance devant. C'est comme si finalement, j'aime bien le duo de ces deux choses, du miroir et de la balance, parce que quelque part, c'est se regarder droit dans les yeux. Est-ce qu'on peut, par rapport à nos actes, est-ce qu'on peut encore se regarder droit dans les yeux? Voilà. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre euh, voilà, avec les fleurs, enfin, ouah, ça, je vous dis, j'ai des frissons avec ce jeu. C'est quand même, c'est fort, quoi. L'ermite. Alors, l'ermite, c'est vraiment, je sais pas vous, mais on a vraiment l'impression d'être dans une crypte, ou dans une grotte. On a la petite lumière au-dessus, puis s'éteint un peu rouge. On sent le côté un petit peu fermé, humide. Euh, ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui nous demande, qui nous dit c'est le moment de se reprendre, de s'introspecter et de se préparer mentalement à des choses, aux choses à venir, quoi. La roue de fortune, alors elle est jolie, je trouve, hein. Il y a des fleurs, il y a tout ça. Et on voit qu'on est dans un jardin, il y a plein de plantes, il y a des roses. On voit aussi, c'est une fontaine, on voit que l'eau coule, mais doucement, c'est pas vraiment un... Enfin, la fontaine, elle n'est pas ouverte complètement, donc visiblement, c'est cette eau qui coule petit à petit qui va faire tourner la roue, vous savez, un peu comme dans un moulin. Et puis ben voilà, je pense qu'il y a des moments où ça va couler beaucoup plus fort que d'autres selon la pluie, selon voilà. Donc il y a des moments et les choses vont arriver doucement, puis des fois les choses vont s'accélérer. Alors ça c'est la force, elle est vraiment très intéressante. Alors oui, c'est vrai que les cartes, vous savez, c'est un peu comme dans un flou artistique. On va pas distinguer clairement les choses. D'ailleurs, on les voit beaucoup mieux quand on est un petit peu éloigné de la carte. Si on est trop près, c'est pas pareil. Mais si on s'éloigne de la carte, on voit un peu mieux dans sa globalité, pardon, les détails et tout ça. Et là, on a l'impression, je sais pas, bon, ouais, un lion ici, enfin un lion, ou je ne sais pas trop ce que c'est, et vous voyez, il est là, il est tapis, il regarde comme si il nous observait. En fait, je sais pas, on est vraiment face à quelque chose et c'est à nous de trouver notre force et notre courage pour affronter bah, j'allais dire ce monstre, non, cette bête. Voilà. Mm. Le pendu, je le trouve magnifique, avec son rayon de soleil. Et il a un côté très ancien, je trouve. C'est vraiment un joli pendu, quoi. C'est le dieu du soleil
que dire de plus? Non, il est bien représenté. Il est vraiment différent des tarots, je trouve, qu'on a l'habitude de voir dans les tarots classiques. Euh, ouais. Ouais, il y a un travail hein, derrière à faire pour nous mentalement, psychologiquement, etc. On a un côté, je sais pas, il y a un côté très déjà très printemps. Voilà. Euh, c'est comme une carte de transition aussi. Bah, justement, transition par rapport aux saisons. Voilà. Franchement, je pourrais en parler des heures avec à ce truc, avec ce jeu. C'est vraiment c'est fort quoi. Et là, bah, on a l'arcane sans nom, dont l'arcane 13. Si on regarde bien, il faut que je l'approche là pour le coup. Je sais pas si vous voyez, mais on a ici, on a un squelette qui tient une faux ou une fossile. On est dans un cadre, il y a l'heure au-dessus, on est sur un piano ou un orgue avec l'horloge. Euh, ouais, assez marrant cette horloge, comme si elle nous indiquait que notre temps était compté. Ben c'est ça en fait. Hein. Il y a plein de choses et puis le piano, l'orgue là, ça fait un peu penser aussi à des comment on appelle ça à un deuil. Euh, ouais. Enfin, ça montre bien une fin de quelque chose. Voilà, un hiver qui va s'installer. Ça peut être la carte de l'hiver, contrairement au pendu qui représentait plutôt une période claire. Oh, la tempérance. La tempérance, c'est un tableau en fait. C'est un tableau qui représente une déesse ou un ange, je sais pas trop, entre deux colonnes comme ça. Mais si on regarde bien, l'ange il porte des couleurs différentes. Je sais pas si on le voit. Comme une couleur un peu rouge et l'autre un peu bleu. Hmm. Ah, c'est vraiment, ouais. Ouais, il y a du rouge, il y a du bleu hein, sur cet ange. Alors on le voit au loin, mais bon, il est quand même là et je sais pas, il y a un côté très paisible, je trouve, dans cette carte. Hmm. Oh là là, alors là, le diable, je la trouve terrible, celle-là. Cette carte du diable, elle est... on a l'impression... On voit pas trop avec les reflets, j'ose pas trop me mettre comme ça, mais je vous assure que le jeu dans la main, il est 10 000 fois plus puissant que à regarder comme ça. Et on n'aperçoit pas la même intensité. J'ai l'impression que si je regarde ou que je fixe le miroir, j'ai l'impression je vais voir un visage apparaître. Voilà. C'est vraiment l'effet que ça me fait. Donc c'est vraiment un miroir qui est très sombre. Mais j'ai l'impression il y a quelqu'un là qui va apparaître tout d'un coup. Et puis vous remarquerez aussi, on a deux personnages sur la cheminée, ici et ici, voilà, qui sont là. Voilà, bah, ça représente, rappelez-vous, la carte du diable dans le Rider-Waite-Smith, avec ce diable et les deux personnages qui sont enchaînés. Bon ben voilà. On les retrouve là de manière différente, mais au niveau des symboles, c'est bien la même chose, quoi. Hmm.
Ouais, ils sont enchaînés, les deux personnages en dessous, hein. Ils sont enchaînés au miroir. La tour. Alors, la tour, bah écoutez, c'est ni plus ni moins la tour de Babel, hein. Franchement, voilà quoi. Alors, à voir, bon, bah, elle est beaucoup moins effrayante que la tour du Rider-Waite-Smith. Mais voilà, c'est la tour. Ensuite, on a l'étoile. Hop, quand je vous dis qu'il est vivant. L'étoile. Alors, elle est magnifique, cette carte. Regardez, c'est une fontaine. C'est la bouche d'un, je sais pas, d'un lion. Non, d'un personnage. Pourquoi je dis un lion? On a bien vraiment l'eau qui coule. C'est vraiment... il y a des fleurs. C'est... Vous voyez, on a une étoile, hein, on a une étoile de David qui est dessinée autour de ça. Et je trouve qu'on ressent une vraie sérénité dans cette carte. Je ne sais pas si vous pouvez essayer faites comme un genre de méditation, mais en restant conscient en fait, pour essayer de vous projeter. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui médite, j'ai beaucoup de mal à méditer parce que ben voilà, tout ce qui est en lien avec le lâcher-prise, j'ai du mal. Mais par contre, il y a beaucoup dans ce jeu d'endroits qui ressemblent aux cartes. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo dans des endroits où je me promène et je prendrai les photos comme j'avais fait avec l'oracle du soleil levant, prendre la réalité et prendre la photo et de vous faire les deux ensemble. Et ça me permet justement de me projeter. Et là, cette carte-là, ça me rappelle des endroits où il y a une fontaine comme ça, avec des fleurs partout. Et ça m'aide beaucoup, en fait, à me téléporter dans la carte. Et encore à plus ressentir les choses. Elle est très très belle, hein, cette étoile. Franchement, ouais, c'est la source. Ensuite, on a la lune. Alors ça, c'est pareil, elle est très mystique, cette carte. La lune. Si vous regardez bien, on a même l'écrevisse en bas, ici. On a des espèces de chiens ici, on dirait des... Je sais pas, des lévriers peut-être. Elle a une grande force, cette lune. Deux statues de chiens. Elle est même un peu effrayante, je trouve. Sur la cheminée, on a je sais pas, on dirait des bougeoirs. Et là, regardez la différence. Là, on arrive avec le soleil. La lune, le soleil. Et là, le soleil, bon, bah, franchement, il n'y a pas photo, hein. C'est le soleil, les tournesols, deux gros bouquets de tournesols dans des gros vases. C'est magnifique, franchement. C'est vraiment beau. On a le dessin du soleil sur le mur également. Qu'est-ce qu'on a au sol? Au sol, on a un peu comme une roue astrologique. Voilà. On ressent vraiment l'énergie du soleil. Le jugement. Alors, le jugement, on dirait pas, mais je vais mettre comme ça, il y a énormément de détails partout, quoi. On a des personnages. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnages, mais si on observe bien les cartes, on en voit un petit peu par-ci, par-là. On a un ange. J'aime bien aussi ça. Belle carte.
Et voilà, et on va terminer les arcanes majeurs avec bah, le monde. Le monde, voilà. Bon, alors, maintenant, on va passer au mineur. Alors, vous remarquerez également qu'on a un petit code couleur qui peut vraiment aider. Donc, devant, on a les coupes. Après, on a les bâtons. Après, on a les deniers. Voilà, c'est plus foncé. Et on termine avec les épées. Donc, vous voyez, les épées se ressemblent un peu par rapport au bâton. Mais les bordures, quand même, sont beaucoup plus claires chez les épées que sur les bâtons. Et puis après, je vous dis n'importe quoi, en fait, les bâtons, c'est ça. Je recommence. Les coupes, alors les coupes, on n'a pas de problème, on est sur quelque chose un peu couleur vert d'eau. On a les bâtons qui sont un peu orangés, donc voilà, on les distingue vraiment des 4 autres séries. Et puis les deux ressemblantes, ça va être les pentacles, les deniers, voilà, et les épées. Sauf que les deniers, on voit que les bordures sont plus foncées que la bordure des épées. Donc déjà, je vous dis ça parce que parfois, ce n'est pas évident de bien voir ce qu'il y a noté là. Pour les coupes, on voit très bien. Pour les bâtons, on voit très bien. Après, j'avoue que les pentacles, parfois, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. De toute façon, le Twildwick, vous êtes en promenade dans quelque chose de très brumeux. Voilà, donc tout n'est pas clair et net, hein, mais c'est normal, c'est ce qui fait tout le charme de ce tarot d'ailleurs. Hein. Allez, on y va, et on va passer aux coupes. Alors, l'as de coupe. Comme ça. Voilà, donc on voit une coupe. Hein. Ah là là, celle-là, vous voyez, quand je vous parlais de se projeter, des endroits comme ça, moi qui adore visiter les parcs, les châteaux. D'ailleurs, mercredi, je vous ai préparé une petite vidéo de 18 minutes à peu près sur un petit château que j'ai visité. Voilà, une petite balade musicale. Et ben, il y a des endroits comme ça, bah, comme dans beaucoup de châteaux d'ailleurs. Hein. Et là, on est avec le 2 de coupe. Voilà. Donc c'est vraiment le jardin anglais. C'est vraiment... voilà, quoi. C'est le dos de coupe. Hein. Le dos de coupe, c'est une carte, une carte qui est propice aux rencontres, comme ce beau jardin. Regardez, alors ça, pour moi, ça me fait penser au Trianon, hein, direct. Et là, on est avec... Je me mets un peu en biais pour lire, sinon je ne vois pas grand-chose à travers. Déjà que c'est pas toujours évident. Donc c'est le 3 de coupe. Voilà, alors le 3 de coupe, c'est un peu étonnant. Hein, 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, on voit déjà qu'au sommet, là, on a 3 coupes déjà au sommet du toit. Et sur les 3 de coupe, il y a une cigogne. Il y a une cigogne. Sur une des coupes, il y a une cigogne qui s'est installée. Et c'est vrai que, ben, en fait, le symbole de la cigogne, c'est la chance. En général, c'est un symbole de chance et d'abondance. Donc, vous voyez, ça rejoint l'histoire du 3 de coupe dans le Rider-Waite-Smith classique, par exemple. Donc, voilà. Après, c'est vrai que le 3 de coupe, hein, c'est pas forcément 2 ou 3 personnes. Ça peut être aussi un groupe, ça peut représenter une fête, etc. Mais vous voyez, c'est original quand même. Et j'aime beaucoup le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, quand vous connaissez la carte réelle du 4 de coupe, c'est un personnage, vous savez, qui est un petit peu blasé de tout, qui voit même pas qu'on lui tend une coupe. Là, on est genre sur une nature morte, en fait, où on a 4 chopes de bière.
voilà, qui sont installés sur une cheminée. Euh, voilà, c'est posé là, et puis on attend. Le 5 de coupe, franchement, elle est tellement bien représentée. Mais le 5 de coupe, regardez le 5 de coupe, Rider-Waite, c'est quand même une carte où on bataille en général. Mais qu'est-ce que c'est bien représenté? C'est cette maison qui est envahie par les branches, par les arbres, etc., qui s'accrochent à la pierre. C'est dingue. Elle est hyper forte, cette carte. Là, on retourne un peu comme le 3 de coupe, sauf qu'on est avec le 6. Donc là, 6 de coupe, c'est... j'aime beaucoup parce qu'il y a un petit détail. 6 de coupe, vous savez, c'est la carte des souvenirs, du passé, etc. Et regardez cette petite carte et le petit détail qui fait tout. C'est ce petit arrosoir là. Ben moi, ça me parle parce que je vis en immeuble et tout. Et c'est vrai que chez ma mère, par exemple, à la maison familiale, etc. Il y a un petit arrosoir. Quand on était petit, euh, on allait arroser les fleurs. Enfin, c'est des cartes de souvenirs. Enfin, c'est des petits objets de souvenirs en fait. Ouais. Et comme quoi, hein, il n'y a pas besoin de grand chose. Alors, on est avec le 7 de coupe. Je vais accélérer parce que là, je suis à 43 minutes. Je vous ai même pas montré la moitié du jeu. Allez, on y va. 7 de coupe. Avec un vase, pardon. 7 de coupe. Une table, voilà, avec beaucoup de décoration. J'avance un peu. Hein. Celle-là, elle est mais tellement parlante. Le 8 de coupe, regardez. Franchement, on voit que tout est plus ou moins à l'abandon, quoi. Euh, le 9 de coupe. Magnifique. Avec toutes ces carafes de parfum qui sont bien rangées sur une commode. Là, 10 de coupe, là, on est vraiment voilà, sur l'armoire de famille où tout est bien rangé, tous les souvenirs, etc. Allez, on y va. Carte de cours maintenant. Là, on est avec le page, avec les roses blanches et tout, hein, avec le côté pur du page de coupe. Le cavalier de coupe. La dame de coupe. Très belle carte aussi, hein, encore avec, j'allais dire avec une fontaine, mais non, je pense pas que ce soit une fontaine. Peut-être. Et le roi de coupe, magnifique. Voilà, là on voit que c'est vraiment la plus belle fenêtre du château, quoi. Et on y va avec, on repart avec l'as de bâton. Le 2 de bâton, très étonnant. C'est étonnant, 2 de bâton. Alors moi, vous savez, 2 et 3 de bâton, ça me parle. Là, il faut que je la travaille, mais c'est quand même 2 plantes. Alors, il faut que je regarde un petit peu sur le livret ce qu'on en dit, mais bon, c'est quand même assez chaleureux. Hein, y a du rouge, de l'oranger. À voir. Bon, 3. Le 3 de bâton, c'est bon. Allez, franchement, on capte. Hein, on comprend le message. Regardez le 3 de bâton, pardon. Et là, c'est le 4. Voilà. La peinture, des pinceaux, de quoi nettoyer la peinture. Voilà. Le 5 de bâton. Il y a des boucliers, il y a des lances.
Le 6 de bâton, donc là on reconnaît la couronne de laurier direct, hein, on voit à qui on a affaire. Celle-là je l'aime beaucoup aussi, je trouve que le 7 de bâton avec les soldats là, qui sont bien alignés, très parlante. Celle-là, je l'aime beaucoup, 8 de bâton, j'accélère un peu. Je l'ai vu en tirage sur Instagram et j'aime beaucoup cette cible avec tout autour, tous ces petits points qui ont été manqués. On a manqué on n'a pas été au centre, quoi. Et puis on a toutes les flèches posées au sol. 9 de bâton. C'est dur d'aller vite, en fait, avec un jeu pareil. Et 10 de bâton. Oh là là, regardez-moi ça. Le page. Ah là là, le page de bâton. Magnifique, magnifique. Le cavalier. Le cavalier de bâton. Il y a pas beaucoup de choses aussi dans cette carte. On voit des aigles, on voit une couronne de laurier. Il y a plein de choses. La reine de bâton. Et la magnifique carte du roi de bâton. Les rois dans ce jeu sont toujours l'apothéose, vraiment, la réussite, la beauté quoi, du parcours. Ensuite, là, on arrive au pentacle. J'ai envie de boire un coup, mais j'ai pas de bouteille, tant pis. Alors, les pentacles. Voilà. J'aime beaucoup le 2 de pentacle. Je trouve qu'il les représente tout à fait très bien cette notion d'équilibre aussi, de volonté. Et le côté aussi statique. Le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, on est dans un jardin. C'est le jardinage, là, en fait. Le 4. Le 5. La série des pentacles est un petit peu plus sombre. Mais quand même. Là, on voit un bâtiment abandonné pour le 5 de pentacle. Là, on voit que tout pousse sur le mur aussi. Il y a des mauvaises herbes. Enfin, voilà, c'est un peu... ben, voilà, c'est 5 de pentacle. Hein. Si vous regardez le rider, vous allez comprendre tout de suite. Et le 6 qui suit derrière, 6 de pentacle. Et là, ben voilà, on a à nouveau rééquilibré les choses. Franchement, à chaque fois que je regarde, je trouve des nouveaux détails. Le 7 de pentacle. Le 8. Le 8, on a l'impression effectivement qu'on regarde par le trou d'une serrure et voir ce qui se passe. Regardez, c'est marrant, hein. C'est comme si on était à l'intérieur d'une pièce et on regarde dans le trou et on voit un jardin. Le 9 de pentacle. Avec des coffres. Le 10. Le page. Le page de pentacle. Et on arrive aux cartes de cour. Donc, enfin, on y était déjà avec le page. Le cavalier. Je sais pas, mais je suis complètement hypnotisé en fait par les cartes. Donc j'ai du mal à parler en même temps. Parce que là, pour le coup, ouais, c'est très méditatif quelque part.
Euh, Là, on est avec le cavalier. C'est le cavalier. Non, c'est la reine. Je suis perdu. La reine. Et regardez-moi ça. Superbe. C'est le roi. Ensuite, nous allons terminer avec, avec les épées. Et on va commencer avec... Bon, bah voilà. Là, il n'y a pas de doute. On est bien avec l'as d'épée. Oh, j'adore cette carte-là. Le 2 d'épée, j'aime beaucoup. Elle est magnifique, cette carte. Je ne sais pas si vous voyez le 2 d'épée dans le Rider-Waite. C'est cette femme, les yeux bandés, qui entrecroise deux épées. Voilà, qui est dans la réflexion, le blocage, etc. Qui ne sait pas trop ce qu'elle doit faire, le choix et tout ça. Regardez cette carte. Hmm. La cage est fermée, hein. C'est vraiment, oui, c'est le fait c'est quitter la sécurité pour aller vers une certaine liberté. C'est pas un choix facile à faire non plus, hein. Donc il faut vraiment apprendre à avoir confiance en soi pour pouvoir se libérer, quoi. Oh là là, c'est beau. Celle-là, le 3 d'épée. Là, il y a plein de choses à dire aussi. Parce que comme ça peut peut-être ne pas parler. Le 3 d'épée, vous savez, c'est le cœur planté par 3 épées. Et en fait, cette carte, elle signifie... quand toutes les portes sont fermées, en fait, il y a sûrement quelque part un endroit ouvert pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir s'aérer la tête, pour pouvoir changer d'air, tout simplement. Et là, on voit vraiment que, enfin, de ce que je vois, les trois fenêtres sont vraiment fermées. Ah, ah, ah. Le 4 d'épée. Elle est incroyable, celle-là aussi. C'est quoi au-dessus? 4 d'épée. Un fauteuil roulant. Euh, Donc le fauteuil roulant, effectivement, c'est un petit peu l'incapacité de se déplacer tout seul. Donc c'est un peu la paralysie, quoi. Mais par contre, je ne vois pas trop ce qu'il y a au-dessus. Vous voyez, j'ai pas tout analysé, hein, loin de là, parce qu'il y a tellement de choses. Mais bon, toujours est-il, vous voyez, il y a quelque chose de fort, en fait, à chaque fois. Euh, le 5. Oh, elle est encore tombée. Le 5 d'épée. Bon, le 5 d'épée, c'est un petit peu... Ouais, c'est la défaite encore, hein, c'est une maison qui dépérit. Oh, j'adore la prochaine, là. Le 6 d'épée, je l'aime beaucoup. Le 6 d'épée, voilà, avec l'idée du déplacement, de bouger. Et en fait, j'aime bien cette carte parce que vous savez, dans le Rider-Waite, c'est une barque et on voit les personnages qui s'en vont en barque, etc. Là, donc dans le Rider-Waite Smith, c'est vraiment un déplacement physique. Là, ça montre aussi qu'on peut se déplacer par le mental, tout simplement. Déjà, on est dans les épées. Et vous voyez, on n'est pas sur quelque chose d'extérieur, on est en intérieur. On a un globe ici, voilà, on a le poster aussi de, de, de la Terre, etc. Donc c'est aussi le fait de s'échapper, mais psychologiquement, mentalement.
Et ça, on l'a pas vraiment dans la notion du Rider-Waite-Smith, on l'a plus... Pourtant, on est dans les épées, donc on sait que c'est le mental, mais on voit vraiment du déplacement physique. Là, je trouve que ça correspond tellement bien au déplacement mental. Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais voilà. Ah, celle-là aussi, alors celle-là, elle a étudié. Au premier abord, c'est bien le 7, ouais, c'est pas évident. On voit qu'on a une lettre. Et on a une bête, un scarabée, je ne sais pas trop, qui s'incruste sur la carte. À travailler. 8 d'épée. Bah écoutez, 8 d'épée, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas plus simple, quoi. Hein. Là, effectivement, on est... on a un fil barbelé, hein. On est vraiment dans la limite de bouger. On peut pas, on peut rien faire en fait. On peut pas escalader le mur, on peut pas... on peut rien faire, on peut voir personne, on est enfermé. Voilà. 9 d'épée. Voilà, c'est pareil, c'est vraiment la carte... voilà, le repli sur soi-même. Je ne sais pas si vous voyez la petite fenêtre où elle se trouve, elle est plutôt... il y a encore du chemin, quoi, hein, pour s'en sortir. Mais bon, ça montre quand même que, voilà, il y a quand même une porte de sortie. Et on termine avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée est magnifique. Alors, il faut vraiment s'arrêter sur les détails. On a un encrier, on a une feuille. Il faut bien imaginer qu'on est toujours dans le mental. C'est assez bien... les suites sont assez bien limitées, vous voyez. Les épées, on voit vraiment qu'on est dans le mental. Les bâtons, on voit vraiment qu'on est dans les énergies, etc. C'est bien marqué, par contre. On le ressent bien. Oh là là. Ah, je comprends. Oh là là, je crois que je comprends la carte. Ah, elle est dure, mon Dieu. Bon, déjà, la seule carte, je ne sais pas si vous voyez, on a l'impression qu'on voit le schéma du 10 d'épée de Marseille, tarot de Marseille. Je ne sais pas si vous le voyez en fond, là, ici. Et ça, c'est des traces, mais j'ai l'impression que c'est comme des traces de sang. Elle est assez forte, hein, cette carte. On ressent... bah, je sais pas vous, mais moi, je ressens énormément de violence et de souffrance dans cette carte. Oh là là. Il y a un espèce de rasoir à côté. Ah, elle est chaude, celle-là. Hein. C'est lourd. Là, c'est lourd pour le coup. Oh bon, allez. Le page d'épée. Là, on a des personnages. Le cavalier. Toujours l'horloge sur les cheminées. J'adore la reine d'épée. Je la trouve vraiment super jolie avec les flamants. Vous savez, on a les flamants ici. On a des harpes de chaque côté. C'est un beau jardin. Tout est bien symétrique. Et puis, ben, on termine sur le roi d'épée. Alors, bien sûr, les rois toujours magnifiques. Voilà. C'est l'endroit sacré. Carte, regardez. Non, elle est trop belle. Oh là là. J'ai froid. Ce jeu est
au-delà de tous les jeux, au niveau de la sensation, au niveau de... Je vais pas... Il est fort, quoi. Il est touchant, il est... Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Si ce n'est que je suis... vous pouvez pas imaginer la joie que j'ai d'avoir ce jeu-là, qui me fait rêver depuis plus de 5 ans. Et je vous avais parlé justement du Bohemian Gothic Tarot chez Baba Studio. Je vous avais expliqué tout mon cheminement, comment ce jeu m'avait vraiment manqué quand je l'ai perdu, etc. Enfin bref, c'était vraiment un jeu auquel je tenais mais énormément. Celui-ci, il fait partie de la même lignée. Voilà. Je le mettrai, je pense, au-dessus du Bohemian Gothic Tarot, parce que le Bohemian, c'est plutôt dans... Il va se mettre dans le tiroir des souvenirs. Celui-là, il va se mettre dans le tiroir de la force. Il est d'une grande puissance, alors que le Bohemian Gothic Tarot, c'est pas qu'il est très puissant, mais bon, ça me rappelle énormément de souvenirs. Là, on est plus dans quelque chose de nostalgique, en fait. Là, on est dans quelque chose de fort, de puissant, et puis d'un tantinet mélancolique aussi, il y a quelque chose. Hein. Ouais. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Une heure de vidéo, je vous laisse. Parce que là, c'est bon, tout le monde a dû décrocher. Je vous fais plein de gros bisous et je pense que bon, vous avez vraiment compris ce que je ressens pour ce jeu. C'est quelque chose qui va vraiment dans mes entrailles. Et voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon dimanche et n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire vos ressentis, tout ce qui vous passe par la tête par rapport à ce jeu, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et puis, bah écoutez, accessoirement, un petit pouce, ça fait ça, c'est sympa aussi. Je vous souhaite un bon dimanche. Voilà. Gros bisous les amis. Au revoir.